Je suis née le 2 août 1919 à Arcachon, parce que mes parents habitaient Bordeaux. Je suis bordelaise en vérité. Mais comme je suis née en vacances, maman était dans sa propriété à Bordeaux, à Arcachon, comme tout Bordelais qui se respecte. Et nous étions d'une famille bourgeoise et le frère de maman, le plus jeune frère, c'était un très beau garçon de 22 ans, quelque chose comme ça. Il venait de finir ses études. Et comme ils sont partis à Paris, ils rêvaient de faire du cinéma. Le cinéma, c'était nouveau, c'était le cinéma muet, bien sûr. Mais c'était nouveau. Alors, un jeune homme, il ressemblait à Ramon Novarro. Enfin, bref. Alors, il a dû avoir des relations, je ne sais pas. On cherchait un petit garçon pour tourner le rôle du frère de Raquel Meller, qui était la grande vedette de l'époque. Pour Violettes impériales, un film en 5 épisodes. Les grands films, c'était par épisode. Alors, toutes les semaines, les gens revenaient voir la suite au prochain épisode. Et il m'a présenté, il m'a habillée en garçon, il m'a présenté. De ce fait, j'ai été prise sur beaucoup d'enfants. Et lui, du coup, a eu un rôle, une figuration intelligente. Je suis partie vers la comédie, vers l'âge de 5 ans, comédie et tout ça. Et après, je n'ai fait que comédie et chant. Et ensuite, vers 7 ans, j'ai pris la danse. Et alors là, uniquement la danse. Et alors, tout le reste a été effacé. Alors, les films, ça a été tout à fait le début de ma carrière. Et alors, j'avais même un contrat pour l'Amérique, mais mon père a mis opposition. Maman avait divorcé. C'est pour ça que quand nous sommes venus à Paris avec ma grand-mère, tout ça, maman avait demandé le divorce à mon père, qui avait une maîtresse. Et enfin bref, c'était des mariages d'après-guerre, c'était pas un grand amour. Et elle avait divorcé, elle était en divorce. Alors il fallait sa signature pour que je parte en Amérique, et il a refusé. La mère de Jocelyne Gaël, qui était par la suite une artiste de cinéma aussi, qui avait épousé Jules Berry. Et on était enfants, elle est un peu plus âgée que moi. Et sa mère dit à ma mère, tiens, Jocelyne travaille la danse, vous devriez mettre Daniel à la danse aussi, ça lui ferait du bien, et puis c'est très bien, puis c'est un très bon professeur. Et j'ai commencé la danse, et alors là, ça a été très vite. J'étais surtout douée pour la danse, et j'ai continué la danse. Quand j'ai quitté pour Edith, tu sais, j'avais plus de 30 ans de métier sans arrêt. J'avais eu j'ai fait des tas de pays, j'ai fait les plus grands musicals du monde, j'ai fait les plus grosses... J'ai toujours eu la chance de le faire en grand. Dès le départ, ma première scène après, ça a été, j'avais 3 ans et demi, 4 ans, je sais pas, 4 ans, ça a été l'ouverture du Théâtre de l'Empire, qui était aussi un très grand musical à l'époque, avec Maurice Chevalier, Yvonne Vallée à l'époque, tout ça, enfin... Alors, c'est à dire... Entre le cinéma et la danse, en somme, j'ai eu quelques années, je faisais que de la comédie. Vous jouiez dans des pièces? Oui, des pièces, bah oui, tenez ça, par exemple. Comédie en 3 actes. D'accord. Une comédie, là, c'était Bobby, là, ça c'est Bobby, oui, c'est ça. J'étais là. Avec toujours ta photo qui apparaît partout. Ce sont des pièces qui ne sont plus jouées, ça? Bah non, Alfred Machard, c'était un très grand à l'époque, un grand écrivain. Et vous avez connu des... Guitry, des gens comme ça? Comment? Sacha Guitry, non? Ah oui, je l'ai connu, bien sûr. Oui. Bien sûr. Il ne devait pas y avoir beaucoup de gens comme vous à suivre ce chemin-là. Oh, si ça se trouve, je suis la plus vieille artiste qui est de cinéma, oui. Encore vivante, parce que j'ai commencé, les gens, il n'y avait pas des vedettes enfants, il n'y en avait pas. C'est-à-dire j'étais uniquement classique, et puis je suis rentrée Étoile du Moulin Rouge à 14 ans, jusqu'à 15 ans et demi, je suis restée. Et là, il a fallu que je me mette à toutes les danses, à l'acrobatie, tu comprends? Et alors après, je suis partie dans le musical exprès. Autrement, j'étais pour le classique, mais l'opéra, je travaillais des fois avec l'opéra, je faisais des galas pour mon professeur d'opéra, mais avec des danseurs de l'opéra, Sambelli, tout ça. Mais ça ne payait pas assez. Je gagnais pas mal, je gagnais de l'argent dans tout ça. Maman n'a jamais accepté que je rentre à l'opéra pour gagner 3 sous dans les rats. Ah oui. Puis comme je n'ai jamais continué parce que j'aurais pu devenir professeur de danse, ça ne m'intéressait pas.
C'est ce que m'a dit Edith. Elle me dit, tu nous embêtes avec ta danse, on est toujours séparés avec ton mari. J'étais jeune mariée, on était amoureux, tout le temps séparés. Puis elle me dit, j'ai besoin d'une fille comme toi, tu devrais quitter la danse, tu vas pas danser toute ta vie. Elle me dit, alors, j'ai 24 heures, pour te décider, tu as 24 heures. Eh ben, j'ai bien réfléchi, puis j'ai dit, ça y est, comme ça je reste avec mon bébé. Et puis elle me dit, comme ça on vivra ensemble, tout ça. En tournée, on était toujours, on habitait ensemble, en famille. Alors, je suis devenue la maman de tout ça. Je suis rentrée comme on rentre en religion, sacerdoce. Oui, c'est vrai. Mais je voulais être bonne sœur étant petite. Alors, moi, je voulais le Carmel tant qu'à faire. Ah, moi, c'était le Carmel ou rien du tout. Ah, mon mari, je l'ai connu, à vrai dire, en 43. On était au Folie Belleville ensemble. Vous y avez le Folie Belleville européen, le Bobino, c'était la même. On faisait le tout. Tous les musicals, tu sais, c'était la même organisation. Et il était dans le programme, mais soliste aussi. Il jouait tout seul, des grandes ouvertures, tout ça, sur la scène. Mais dans la première partie, et moi, je finissais la première partie et j'attaquais la première juste avant la vedette. Alors, je l'ai jamais vu, mais lui, il m'avait vu. Et il était venu dans ma loge me demander une photo, qu'il avait gardée du reste précieusement. Alors, pour Boniface, il s'appelait Boniface à l'époque, pour Boniface, bien cordialement, Daniel Vigneault, 18-24. Et puis, je ne l'ai pas revu. Ensuite, j'avais fait le premier programme pour l'Égypte, le premier programme d'artistes français qui est parti après la guerre. Et j'étais devenue très amie avec la femme de l'impresario d'Égypte, tout ça. Et Edith est allée quelque temps après. Et après son travail là-bas, avant qu'il rentre à Paris, il y a Carole Lombroso, la femme, qui dit à mon mari, soyez gentil, puisque vous rentrez à Paris, téléphonez à Daniel Vigneault et dites-lui que je vais lui écrire bientôt parce que j'ai été... Enfin, elle me fait une... Bon. Et alors, mais je me souviens nettement, parce que je ne me souviens pas du jour où il est venu me demander une photo. Mais là, je me souviens nettement de ça. On a parlé un bon petit moment au téléphone. Et puis alors, quelques temps après, quand même longtemps après aussi, on était dans le même spectacle à Marseille. Et j'ai vu M. Bonny, parce qu'il était venu Marc Bonnel entre-temps, venir chercher mes musiques, aux petits soins, tu sais. Vous ne connaissez pas un endroit où on peut dîner agréable je dis si, il y a une petite crèmerie, les artistes vont là-bas, c'est amusant, c'est très bien, tout pas loin. J'y vais, venez. Et puis on a commencé à parler, tout ça. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Et on visitait un quartier de Marseille. D'un seul coup, il m'a demandé en mariage. Parce qu'Edith lui a dit, je la connais depuis longtemps, si tu ne passes pas à côté de ça, tu n'en trouveras jamais une comme elle. Elle lui a dit, demande-la en mariage. Et à notre mariage, elle était son témoin, bien sûr. Enfin, elle avait une idée derrière la tête déjà, elle avait envie de me garder. Alors ils étaient en tournée, et avec Lanzac, vous savez, Roger Lanzac? Oui, Roger Lanzac. Tous les deux, ils ont cherché un nom pour lui, un pseudonyme, tu sais. Alors de Marc Bonnel, de Marcel Boniface, ils ont gardé Marc, le début de Marcel, et puis le début, puis la fin de Marcel, enfin ça fait Marc Bonnel. Ils ont cherché, c'était bien. Comme ça en Amérique, du reste, c'était bien. Son nom, quand elle annonçait toujours ses musiciens, tu sais. Marc Bonnel, c'était bien, tandis que Boniface. Oui. Ah non. Il avait accompagné, quelques temps avant, il avait accompagné Mistinguett. Il avait une revue avec une grande tournée, tout ça. Il faisait son numéro de soliste, et dans un moment, il accompagnait Mistinguett, le fameux truc, le bec de gaz. Et c'est le dernier jour à l'Alhambra, il finissait par l'Alhambra. Il y a Ray Plexon, le chef d'orchestre de l'Alhambra, qui lui dit « Laisse-moi ton numéro, parce que laisse-moi ton numéro de téléphone, si j'ai besoin de toi un jour. » Alors, mon mari, toujours prudent,
Il dit, un papier, ça se perd. Il y avait la chaise qui était plombée, enfin, la chaise du chef d'orchestre était fixe. Alors, derrière la chaise, derrière le dossier, il dit, je te le marque là. Il met son numéro de téléphone. Alors, dans quelques temps après, il y a eu Edith qui n'avait pas d'accordéoniste à demeure. Alors, elle avait souvent, enfin, sa secrétaire de l'époque, téléphonait à un accordéoniste belge qui venait quoi, faire des cachets, quoi. Enfin, il était... Et là, elle a envoyé un télégramme à cet homme en Belgique, mais la mère, qui en avait assez de voir son fils partir tout le temps, lui a pas donné le télégramme. On l'a su après, il nous a envoyé la copie du télégramme et tout. Et alors, il se trouvait sans accordéoniste. Alors, il y a Réflexon qui dit à Marc Bonnel, qui dit à Robert Chauvigny, le chef d'orchestre d'Edith, « Attendez, j'en ai un qui est formidable. » Alors, il lui donne. Coup de téléphone, mon mari était en train de descendre. La sonnerie, oh, il dit, je remonte. Et il n'était pas très loin. Oh, il dit, je remonte. Et il ouvre très vite sa porte. C'était la secrétaire d'Edith qui lui demandait s'il pouvait accompagner Edith Piaf. Bon, alors aller chez Robert Chauvigny, rue d'Orcel, à 53 rue d'Orcel, il va vous donner les musiques et tout ça. Alors il va chez Robert. Robert lui dit, jouez-moi quelque chose. Alors il avait un accordéon terrible. Oh, il dit, il n'y a pas de problème, tenez, voilà tes musiques. Là, il y a mon mari qui lui dit, oui, mais je ne lis pas la musique. Il apprenait tout à la feuille. Puis, alors, Robert était fou furieux, lui qui était un élève de Cortot, tout ça, c'était un musicien hors pair. Il a été merveilleux, il lui a joué. Alors, mon mari aussitôt savait ce que... Enfin, il était au point, à peu près, pour démarrer à l'Alhambra. Alors, la première fois avec Edith, ça n'a pas été terrible. Enfin, Edith lui dit, oh, il n'est pas terrible ton accordéoniste, et puis il est moche. Enfin, comme ça. Et puis elle lui dit, oh non. Il lui dit, vous en faites pas, c'est l'homme qu'il vous faut. Ça, Robert avait vu tout de suite que c'était... Et ils sont restés 18 ans ensemble, complètement, jusqu'à la fin. Il a connu les débuts des compagnons, puisqu'ils sont partis ensemble en Amérique. Il était déjà l'accordéoniste d'Edith. Il habitait avec Fred Mella, parce qu'ils partageaient une chambre, tu sais, pour le colocataire. J'ai une journaliste qui est venue dernièrement de Berlin, tu sais, pour me voir. Oui. Et alors elle me dit, vous connaissez quelqu'un qui pourrait me parler d'Edith aussi? C'est moins important, mais enfin, si je pouvais avoir une ou deux personnes, bah, je lui dis, il y a encore de vivants qui connaît vraiment Edith, je lui dis, il y a Charles Dumont, et puis il y a Fred Mella, vous pourriez contacter, de ma part. Alors j'ai donné les adresses, tout ça. Elle a vu Charles Dumont, et puis ça s'est très bien passé. Et là, elle m'a retéléphoné de Berlin dernièrement, elle a pu contacter Fred, elle a rendez-vous au mois de décembre. Et elle m'a dit, il a été adorable, il vous aime tellement, et tout ça. Forcément, on a tellement de souvenirs ensemble. La scène, tout ce qui était scène, toute cette organisation de scène, l'éclairage, le son, tout. À Carnegie Hall, la première année, j'étais au son, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. Alors ça simplifiait le problème, il y avait une petite rampe. Mais le premier Carnegie Hall qu'elle a fait. Mais le son, il y avait deux preneurs de son, du syndicat bien sûr, mais qui ne connaissaient pas Alors la répétition, ils étaient perdus, forcément. Il y avait tellement de choses, il y avait des choristes, il y avait des entrées de clarinette, il y avait des entrées d'accordéon, il fallait connaître par cœur, tu comprends, tout son répertoire. Alors on m'a installé des paravents derrière moi, le long de la scène, tu sais, le long là. Et puis les deux preneurs de son étaient à côté de moi, ils ont vu le spectacle, ils m'ont fait une bande magnétique pendant ce temps-là, et c'est moi qui ai fait le son. Et puis le deuxième Carnegie Hall, alors on a gardé la loge du balcon, la loge du milieu, vide, et on m'a mis une grosse casserole, Une poursuite? Oui, parce qu'elle avait des noirs très importants.
quand elle finissait sur, par exemple, l'accordéoniste, ne serait-ce que ça, arrêter la musique, il fallait que le noir tombe au poil, parce qu'à une seconde près, ça n'allait pas. Il fallait vraiment quelqu'un qui connaisse parfaitement, puis qui soit sérieux. Aznavour, j'ai remplacé Aznavour. Parce qu'Aznavour, à un moment, était parti avec elle quand il était tout à fait... avec son ancienné, avant d'être opéré. Et il venait de quitter Roche, vous savez, Roche et Aznavour, quand il avait ce numéro de duettiste. Alors elle l'avait emmené en Amérique pour lui écrire des chansons, puis lui servir... il habitait là avec elle. Moi, je dansais à l'époque, je dansais encore. Et au Versailles, il y avait aussi un truc, une poursuite devant. Mais souvent, il lui ratait ses noirs. Je me souviens toujours de ses 25 ans. C'était 25 ans, je m'en souviens toujours. Donc on rentrait, il habitait à l'hôtel avec nous, il habitait à l'hôtel Langwell. Et Parc Avenue, il disait, je m'en fous, parce qu'elle avait engueulé terriblement. Alors, je m'en fiche. De toute façon, un jour, je gagnerai beaucoup de pognon et j'achèterai une maison à ma mère, il disait. Il avait 25 ans, le pauvre. Il était à l'école du spectacle avec moi, lui. Mais dans les tout petits, il avait 50 différences. On a 50 différences. Oui, j'ai été plusieurs fois chez Drucker. C'était pour avoir mon avis. Je lui ai dit que je ne verrais pas le film, mais je ne l'ai jamais vu. Je l'ai dit carrément. Mais lui aussi, le louche est venu ici. On est resté toute une journée ensemble. Il est parti à 3 h du matin. Toute la journée, il a déjeuné, dîné. Il restait avec nous, avec Jim Wicks. Et pour me demander des tas de détails, mais c'était déjà écrit, c'était déjà ça n'a pas été fait. Pour moi, il y avait des erreurs aussi, mais enfin, moins graves qu'avec Dahan. Parce que quand même, là, dans le film, dans la môme, il paraît que c'est pas du tout la vérité, du tout. Il a été conseillé par une ancienne femme des Compagnons, qui est une mythomane, une fille qui veut absolument avoir été avec elle tout le temps, alors que c'est faux, et qui raconte n'importe quoi, qui en invente. Et puis par l'association des amis d'Édith Piaf, mais ils ne l'ont jamais connue. Alors ils racontent aussi des trucs parce qu'ils veulent faire croire qu'ils l'ont connue. J'avais une très jolie robe en bleu lavande, et une cape d'hermine, une petite cape d'hermine blanche, et un petit chapeau que j'ai du reste le jour de son mariage, là, que j'avais remis le chapeau. Et alors elle a voulu avoir une robe pareille, bleu lavande, avec Marlène, et elles sont allées choisir, faire sur mesure, bien sûr, chez Saks Avenue. Et je lui ai trouvé un petit boléron en bison blanc, chez un ami fourreur, qu'on lui a prêté, bien sûr. Et puis elle avait un petit chapeau aussi, comme ça, que j'ai donné. J'avais toute sa tenue de mariage, évidemment, je l'ai donnée à la Bibliothèque nationale. J'avais toutes ses robes, j'avais tout ça. Alors, tout ça, c'est parti là. C'est protégé. Tu as gardé quelques petites choses, je crois. Hein, j'ai gardé juste une paire de chaussures en attendant que ça ira aussi. Juste ça, et puis son masque mortuaire, c'est tout. Que vous avez aussi? Oui. Ah ouais, d'accord. Il venait de chez Cocteau, il venait de faire... Minazoli, c'était un sculpteur, un spécialiste de masques mortuaires, tu sais. Et il venait de chez Cocteau quand il est venu chez Edith faire son masque mortuaire. Moi, je ne l'aimais pas du tout, Edith, quand je l'ai connue. Quand j'ai fait sa connaissance, la première fois où je l'ai vue, c'était à l'ABC. Et elle était avec Asso à ce moment-là. Et elle était très vulgaire encore. Elle sortait de la rue. C'est dans le premier spectacle où elle s'était appelée Edith Piaf. Parce qu'avant, c'était la môme Piaf. Je ne l'ai pas du tout connue en tant que môme Piaf. Mais quand elle est venue, toute fraîche, Edith Piaf, c'était pas brillant. Elle était avec Momone, sa soi-disant sœur, qui était vraiment... ça sortait la rue, quoi. Alors, elle était arrivée en retard, elle avait certainement trop picolé la veille, ou... je sais pas, elle était arrivée en retard, tout le spectacle était... l'ordre du spectacle avait été démoli parce que elle n'était pas encore la vedette du spectacle, mais enfin, elle était en vedette américaine. Enfin, ça avait compliqué les choses. Alors je disais, moi qui étais la danseuse classique, disciplinée comme il n'est pas possible, je disais, mon Dieu, comment est-ce possible? Et puis,
Par la suite, on a fait une tournée pour l'ABC aussi. Et c'est à l'Opéra de Dijon que on s'est mieux connus là. Elle était avec Meurice, elle avait évolué terriblement déjà, parce que Meurice l'avait faite. Et Momon avait été fichu à la porte, évidemment, comme toujours quand il y avait un monsieur bien avec elle. Et là, alors on était dans le même hôtel à Dijon, on dînait ensemble, et puis elle me gardait, elle traînait toujours pour dormir, elle ne voulait pas dormir. Alors elle, oh viens avec moi dans ma chambre, tout ça. Alors elle me racontait sa jeunesse, tout ça, avec son papa qui était acrobate. Moi aussi j'aurais voulu danser, tout ça, j'étais souple. Je la voyais, mon Dieu. Et alors là, elle était différente. Puis quand elle m'a fait son grand numéro de charme, quand elle voulait charmer, elle était unique. Elle était tellement simple. Ah, si vous saviez comme elle était simple. Elle n'a jamais eu la grosse tête, jamais. Ça n'existait pas notre temps. On avait, c'était normal. Quand je l'accompagnais, j'étais tout le temps avec elle pour partir, tout ça, pour les galas, pour partout. J'avais mis ses chaussures à la main, tu sais, par les petites tiges. J'avais sa robe sur le bras, sa robe de scène, et puis son petit vanity case, tu sais. Son sac, parce qu'elle portait jamais son sac. Et voilà, et puis on partait bras dessus, bras dessous. Même pas une valise, même pas... Non, moi j'ai plutôt pris la position de sa mère presque. J'étais plus jeune qu'elle, mais j'étais tellement sage. Tellement sage. Et puis j'étais douce, j'avais, je sais pas, un instinct dans le fond maternel. Et puis je l'ai eu malade. Je suis restée 2 mois à son chevet à l'hôpital en Amérique, à l'hôpital américain. Quand elle a été opérée, qu'elle est sortie, qu'elle est revenue encore 1 mois. Vous savez, ça... Alors là, j'avais vraiment pris la position de la mère. Parce que quand elle souffrait, quand elle avait des problèmes, c'est vers moi qu'elle venait. Parce que le dernier mot qu'elle m'a dit, on en a encore des beaux voyages à faire, ma douce. Parce qu'on avait déjà, elle prévoyait on avait le contrat pour retourner en Amérique. Nos places étaient louées sur le France. Oui, j'avais vu le plan de Loulou Barrivier, mais amené le plan, sa suite à elle, et notre chambre sous nous à côté, parce qu'elle voulait toujours m'avoir à côté. Et elle avait été soignée quelque temps avant pour un coma hépatique. C'est du reste, la suite est venue à cause de ça. Elle payait en somme les erreurs de sa jeunesse, puisqu'elle a eu 2 comas hépatiques. Elle n'a pas été raisonnable, il y avait des invités, des gens tu sais, il y avait tellement de monde dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'était la gabegie. Alors il y a toujours quelqu'un pour te dire « Mais n'écoutez pas les docteurs, mangez ce qui vous plaît », tout ça. Nous, on ne pouvait rien faire. Là, contre ça, on avait beau se mettre en colère, alors c'était nous, tu sais, on aurait été... Et puis voilà, et puis c'est arrivé. Alors j'ai été voir les petites sœurs à la clinique, à la Boca. J'ai expliqué ce qui se passait, qu'elle était décédée, alors qu'il nous fallait une ambulance pour rentrer sur Paris. Alors elle m'a dit, soyez tranquille, les gens sûrs, ils ne diront rien, parce qu'on ne l'a pas annoncé là-bas, sa mort. J'ai téléphoné à Paris, évidemment, aussitôt à Loulou et à Théo, bien sûr. C'est d'ailleurs à Loulou qui a prévenu Théo. Et ils sont arrivés par l'avion dans l'après-midi. Et puis ils sont partis à 8h du soir avec l'ambulance pour rentrer sur Paris. Il y a que Loulou qui est resté avec moi pour tout fermer et tout. C'est pour ça elle est morte le 10, en vérité, ça c'est su après. Mais elle a été déclarée le 11. Officiellement, elle est morte le 11. Et c'est le jour de Cocteau. C'est parce qu'un journaliste a téléphoné à Cocteau en disant « Qu'est-ce que vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous pensez de la mort d'Édith Piaf ?» Alors il était très malade sûrement, il serait mort quand même, mais ça lui a fichu un tel coup, il aimait beaucoup. Voilà. Alors on ne savait pas où l'enterrer, parce qu'elle ne parlait jamais de cimetière, rien du tout. On ne savait pas, jamais elle avait une horreur de la mort, elle parlait tous des cimetières, elle ne connaissait pas. Alors, on ne savait pas, alors on était avec M. Panandrio, là, je ne sais plus.
que l'assassin nous avait envoyés. On ne savait pas, alors il a dit je vais me renseigner. Et puis il est revenu quelques temps après en me disant soyez tranquille, Madame Bonnel, elle a une tombe au Père-Lachaise, où il y avait son père et sa fille. Mais on ne le savait pas, elle n'allait jamais là-bas. Et j'ai retrouvé après les papiers que j'ai gardés, alors tous les papiers de cimetière, de tout ça, qui étaient dans un placard, dans une petite pièce où il y avait des trucs dans le temps. J'avais regardé ces vieux dossiers, tu sais. Elle ne pouvait pas supporter la solitude. Quand il y avait un homme dans sa vie, il n'y avait pas de problème. Et oh, bah là, quand elle était amoureuse, alors là, elle va me chercher du parfum, du maquillage, il fallait changer toute sa garde-robe. Oh! Parce qu'il ne fallait pas que le nouveau connaisse la voix avec des robes, toutes les garde-robes entières qu'elle donnait. Oh, quel phénomène. Quand elle s'emballait sur quelqu'un, il n'y avait rien à faire. Il fallait qu'elle fasse ses erreurs, et puis voilà, puis qu'elle se rende compte par elle-même. C'était une mininette. Elle, c'était la fleur bleue, vraiment, c'était le sentiment, le truc. L'idée d'avoir un beau garçon aussi, si possible, qui lui fasse honneur, grand, tout ça, ça lui plaisait. Elle s'emballait, elle créait, parce que si elle, par exemple avec Maurice, elle avait vu, il chantait, quand on l'a connu, il chantait, des chansons idiotes du reste. Mais après, elle lui a dit, il ne faut pas que tu chantes, c'est comédien, toi, tu es comédien. Elle poussait toujours, elle avait vraiment elle était très intelligente, Edith. Et elle avait ce don de découvrir en quelqu'un ce qu'il devait faire. Alors, c'était un Pygmalion. Quand on l'a connu montant, moi aussi, je l'ai connu, son premier spectacle à la WC et tout ça. Il avait, tu sais, les chemises écossaises, le truc. Il jouait les cow-boys, quoi. C'était les chansons américaines, tu sais. Elle lui a dit, c'est pas, je vais faire son répertoire. Tu vas t'habiller entièrement marron. Enfin, il avait fait sa tenue de scène et tout. Puis enfin, il a toujours dit, il était en extase devant pour ça. Et moi, je faisais une tournée montant, j'aurais dû faire la tournée d'été avec Edith, mais un télégramme est arrivé trop tard, j'étais en Suisse à l'époque, et j'ai fait la tournée de montant. Et à l'époque, on est passé au Célestin, je me souviens, 8 jours au Célestin, à Lyon, au Théâtre des Célestins, et on allait souvent dîner après le spectacle, juste avec ces musiciens et montant. Et il y a Signoret qui nous rejoignait, qui tournait Casque d'Or à l'époque. Mais même Signoret là, il disait, il parlait d'Edith, il disait, je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas oublier sa peau de satin, je rêve d'elle toutes les nuits, tout ça. Et Signoret qui était tout ça. Puis alors, après Marilyn, alors là, ça a été la catastrophe. Là, Marilyn, je l'ai eu au téléphone aussi, un jour où on monte en dîner à la maison. Il dînait sans Signoret, du reste, il était tout seul. Il dînait boulevard Lannes, et il y a eu un appel personne to personne, vous savez, de Marilyn, alors que j'ai pris dans mon bureau qui était à côté de la salle à manger. Et j'ai eu Marilyn qui m'a demandé mon temps, il est venu, je suis partie, bien sûr, je n'ai pas assisté là. Elle le relançait à Paris. La première fois que j'ai vu Marilyn, c'est avec Di Maggio. Un petit pull, elle était mignonne, oh qu'elle était mignonne. Oh là là. Et presque pas maquillée, elle était jolie à l'époque, elle était mignonne. On a vu toutes les vedettes possibles, imaginables. On a fait des galas chez Romanov, tout ça. Il y avait toute la Goldwyn Mayer, des soirées complètes, les Karl Gable, tout ce que tu voudras. Tout. Mais j'ai assisté toutes les photos que j'ai d'elle avec des artistes, tout ça, j'étais là, je les ai vues. J'étais du côté toujours des photographes, moi, parce que s'ils avaient besoin de quelque chose, tu sais, ils avaient toujours... Mais tu sais, j'ai toujours été dans ce métier tout en étant toujours sans y être vraiment. J'ai toujours gardé peut-être ce côté familial, tu sais, dans le fond, je n'aimais pas tellement faire partie de ce qu'on appelle maintenant le show business. J'étais travail, bon, parfait. Elle avait connu ma mère et j'aimais beaucoup ma mère. Elle a été très bien, maman est morte 2 ans avant elle, et elle était très bien. Elle était avec Dumont à l'époque. Ah là là. Je suis allée, alors mes parents habitaient Monte-Carlo,
Maman habitait Monte-Carlo et je suis allée à Monte-Carlo pour l'enterrement. Et on démarrait le soir même de l'enterrement, on démarrait à Lyon, au Palais d'Hiver. Alors j'ai pris le train aussitôt après l'enterrement pour être à Lyon. J'avais dit, surtout, ne me parlez pas, ne me dites pas de condoléances, sans rien du tout. Et puis tu sais, je m'étais mis, maman ne pouvait pas me supporter en noir. Alors après l'enterrement, j'étais en noir bien sûr, mais après à Lyon, j'avais mis un truc rose, pas du tout. Et j'étais à mes lumières, tout ça, ça s'est bien passé. Mais Edith était très bien, elle a été très gentille. Elle a fait venir maman chez elle, à Boulevard-Lannes, pour voir ses médecins et tout ça. Elle est morte. Elle ne voulait pas le voir, Charles Dumont, ça je le savais, enfin bon, elle ne l'aimait pas du tout, bon, ça n'allait pas. Mais Michel Beaucaire était très gentil, elle l'aimait beaucoup, mais il lui avait fait perdre son temps en venant avec une femme du monde qui avait écrit une chanson, de la musique d'une chanson sur laquelle il avait fait des paroles, une femme du monde, et qui était mauvaise. Edith avait dit, elle était en colère après lui d'avoir fait perdre son temps. Et on était en convalescence après sa pancréatite, on était à la campagne, chez Loulou Barillet, il nous avait prêté sa maison. Et j'ai un coup de téléphone de Michel Beaucaire qui me dit « Daniel, j'ai absolument besoin de voir Edith, j'ai vraiment une chanson pour elle quand elle rechantera, puisqu'elle était encore pas en état de chanter. Mais je voudrais lui présenter une chanson, vraiment c'est pour elle. Je sais que vous l'emmenez quelquefois, vous recommencez à l'amener à Boulevard-Lannes, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous ?» Je savais qu'elle était en pétard après lui. Bah, je lui dis, écoutez, j'essaierai de trouver un moment. Puis j'ai trouvé un moment, il fallait savoir y faire. Hein. Elle me disait, toi, ta diplomatie. Alors, enfin bref, je ne parle pas de Dumont, bien sûr. Et bon, bah, comme on va à Boulevard-Lannes, donne-lui rendez-vous, ceci, cela. Puis alors ce jour-là, elle me dit, oh non, ah non, ça me barbe, annule le rendez-vous, tout ça. Je n'ai pas annulé le rendez-vous, je pense. Et puis en fin de compte, Boulevard-Lannes, quand ils ont sonné à la porte, ah bah c'est Michel Beaucaire. Oh bon, laissez rentrer alors puisqu'ils sont là. Soi-disant, le télégramme n'était pas arrivé. Et puis elle s'est emballée sur la chanson, et du coup, comme il l'a raconté souvent, du reste. C'est vous qui avez écrit ça, elle lui dit. Et puis elle s'est emballée sur l'homme aussi. Et après, elle ne chantait plus que du Dumont. Tout son répertoire était presque de Charles Dumont. Bah, du reste, quand on a fait par exemple avec Jacques Chancel, au moment de la sortie du film de Lelouch, il y a eu un grand échiquier sur le film. Alors, bien sûr, on était des invités principaux, mais mon mari et moi, forcément, parce que on les connaissait tous. Mais eux, c'était des époques différentes. Alors, depuis les compagnons, ils venaient tous à nous. Oh, forcément. Quand on dure quand même 18 ans près de quelqu'un, c'est... Mais vraiment proche, comme mon mari, et puis moi, je la connaissais 25 ans, enfin, mettons... Il y a Moustaki, il n'y a pas longtemps, là, que tu as vu. Moustaki, oui. Enfin, lui, bien sûr, je l'ai revu, parce que je lui ai rendu ses lettres d'amour. Ces lettres qu'il y avait écrites, toutes ces lettres, il y en a un paquet comme ça. Ça, je ne voulais pas les donner à la Bibliothèque nationale, il vit toujours. J'ai remis toutes les lettres que j'avais personnelles à des gens, j'en ai comme ça, plusieurs, que j'ai. Gendré Jacques, tout ça, toutes ces lettres, je les ai remises en main propre. Mais lui, je ne le voyais jamais. Ici, quand je le voyais, c'était dans une émission de télé et je n'avais pas les lettres. Alors un jour, il passait à Toulouse. Ça tombait bien, je partais pour chez Drucker avec Jean-Pierre. Et alors, je couchais à Toulouse, je prenais l'avion de Toulouse, je couchais chez Jean-Pierre. On est allé à la Laugrain où passait Moustaki. Et là, je lui ai ramené enfin ses lettres. Il avait les yeux pleins de larmes. C'est pas possible que j'ai écrit tant que ça. Il y en avait, tu sais, on peut appuyer pourtant par avion. Il y en avait une épaisseur, tu sais, dans une enveloppe. Ah, il était touché.
Il t'avait dédié une chanson sur ça? Ah oui, ah bah, il est descendu du reste de la scène, il est venu m'embrasser dans la salle. Les gens devaient se dire qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que cette femme. Il a dit, il y a quelqu'un qui, quand il a chanté Miller aussi, il a dit, il y a quelqu'un dans la salle, sans dire le nom, bien pour ça. Il y a quelqu'un dans la salle qui a assisté à tout ça. Enfin, je ne sais plus comment il a dit, mais en fait, c'était très mignon. Il était bien ce jour-là. Je l'ai revu à Tulle, il était déjà... Puis maintenant, il est dans un état pitoyable. Il ne peut plus chanter. Entre son pianiste chef d'orchestre, qui était son impresario, qui était un homme formidable, Loulou Barrier, Marc, et moi, elle a eu cette chance d'avoir les 4 piliers de la sagesse, c'est ce qu'on disait, c'est toujours... C'est des gens solides, aussi bien les uns que les autres. On a vécu ensemble, et eux particulièrement 18 ans, quoi. Ils sont arrivés à 3 mois de différence. Elle a formé son groupe, et là, elle n'en a jamais changé. Alors là, elle avait de la suite dans les idées. Mais c'est le seul, parce que les autres, ça, à la moindre incartade, un autre qui la volait, un autre ceci, ou un autre cela, puis il ne lui plaisait plus, elle passait. Les amis, elle adorait quelqu'un, et puis... Mais il n'y a jamais eu de conflit entre vous 4 qui fait que... C'est incroyable, que vous auriez pu vous séparer tous ensemble. On s'adorait tous. Et tout ça autour d'une voix. Oui. C'est ça qu'il faut. C'est vous dire comme quoi elle était attachante. Elle nous avait tous scellés, vraiment.